Marie-Cécile Nave, bonsoir. Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRIS, auteur de Trump, l'onde de choc populiste chez FIP, que vous avez sorti en août dernier, je crois. Donc avant la victoire de Trump. Ouais. On a du mal à cerner ce que va être cette présidence Trump, parce que d'un côté, on a eu un premier discours assez rassembleur qui a rassuré tout le monde, et de l'autre, alors on a des nominations, nous on ne les connaît pas, mais il paraît qu'il a nommé Stephen Bannon comme conseiller stratégique du président. Qui est-il exactement, ce Stephen Bannon ? Alors Stephen, surnommé Steve Bannon, c'est un personnage très controversé au sein même des Républicains. C'est quelqu'un qui a repris un site d'information d'ultra-droite qui s'appelle Breitbart News, qui diffuse des informations très très dures sur les minorités, sur les juifs, sur les noirs, sur les latinos, sur les femmes aussi. Il est considéré comme vraiment un site d'extrême droite. Est-ce qu'il va jusqu'à revendiquer la suprématie de la race blanche ? Oui, oui, on peut retrouver des articles comme ça. Et Steve Bannon, c'est un ancien de Goldman Sachs. Il a aussi travaillé, c'est un diplômé d'Harvard, il a aussi travaillé pour Hollywood, donc c'est quelqu'un qui connaît bien l'establishment, qui y a participé, mais qui relaie beaucoup un discours anti-élite, anti-establishment. Il a pour ambition de renverser l'État. Il se qualifie lui-même de léniniste et de transformer le Grand Old Party, le Parti républicain, de l'intérieur. Donc il inquiète beaucoup certains cadres du Parti républicain, évidemment. On a maintenant finement analysé le vote Trump et le vote Clinton. Il apparaît que ce n'est pas tant les riches ou pauvres qui ont voté, c'est blancs et non blancs. Les noirs, notamment, ont tous voté Clinton, et les non-blancs également. Au fond, après 8 ans de Obama, on nous avait vendu la société post-raciale. On a l'impression qu'au contraire, elle est encore plus raciste qu'auparavant. Enfin, c'est une question. Je rejoins ce que vous dites. C'est vrai que pour analyser le vote, il faut croiser à la fois le sexe, l'origine raciale ou ethnique et le niveau de diplôme et de revenus. Mais c'est vrai qu'il y a une très forte abstention chez les latinos et chez les noirs qui ont été très déçus des présidences Obama et qui n'ont pas accordé leur confiance à Clinton. Et j'ajoute qu'il y a une très forte abstention, globalement. Donc oui, la promesse d'Obama, c'était une société post-raciale qui serait colorblind, c'est-à-dire aveugle à la race, où on aurait une réconciliation entre toutes les origines. Malheureusement, il y a beaucoup de violences racistes qui se sont manifestées, notamment on a vu beaucoup de choses au niveau des violences policières. Et puis les inégalités se sont beaucoup creusées entre les plus riches et les plus pauvres, et parmi les plus pauvres, il y a beaucoup d'Afro-Américains, sans parler du fait qu'il a été impossible pour le président Obama de réformer les lois sur l'immigration. Il a dû faire face à une opposition républicaine très dure. On parle beaucoup de la crispation des petits blancs, c'est le grand mot à la mode. D'où vient-elle cette crispation? Est-ce que c'est cette impression que les blancs vont devenir minoritaires au sein des États-Unis? C'est pour ça qu'ils se crispent? Alors c'est pas une impression, c'est une réalité. D'ici 30 ans, les blancs d'origine européenne, qu'on appelle les caucasiens, en Amérique, seront minoritaires. Les personnes d'origine asiatique et d'origine hispanique seront majoritaires. Donc c'était une réalité qui fait peur à beaucoup de gens. Et effectivement, le personnage de l'homme blanc de plus de 45 ans, il existe bien. C'est un phénomène sociologique, en sociologie politique. Et il a beaucoup été utilisé par Trump, qui leur promet finalement le retour à une Amérique blanche, patriarcale, fermée sur elle-même, qui est mythifiée, mais qui est dans le projet politique. Mais jusqu'où il peut aller ce projet? Est-ce qu'on peut aller vers, mais une apartheid light? J'emploie ce mot light pour dire, ça va pas être l'Afrique du Sud non plus, mais... Non, on ne peut pas aller vers ça. Et puis il y a des évolutions démographiques qui sont inéluctables. Il n'y a pas de mariage mixte? Bien sûr que si. Et beaucoup d'observateurs, beaucoup de sociologues disent qu'on va vers une société tellement métissée finalement que bientôt la question des races ne se posera plus. On n'en est pas encore là. Et c'est vrai que cette transformation démographique, mais aussi culturelle et religieuse, parce que les hispaniques sont majoritairement catholiques, tout ça, ça bouleverse les cadres de pensée d'une certaine catégorie de la population. Et forcément, ça crée des peurs. Et après, on verra comment Trump y répond. Alors justement, le programme de Trump, est-ce qu'il va l'appliquer, là, son programme qui restreindre l'entrée des musulmans aux États-Unis? Il va le faire, ça? Il avait même dit qu'il voulait interdire à un moment. Alors, c'est pas très clair, d'ailleurs. Ça paraît difficile. Trump, il a un projet politique. Il a un projet de faire une société américaine fermée sur elle-même, non seulement sur un plan identitaire, sécuritaire, mais aussi économique. Et tout ça est assez cohérent, du moins dans le discours. Et il va le faire ou pas? Après, il y a le programme. Ouais. Et le programme, il est très contradictoire. On a à la fois des mesures protectionnistes et des mesures ultra favorables aux riches en matière fiscale. Le mur ne pourra pas se faire contre la frontière mexicaine, il ne pourra pas se faire. Interdire l'immigration aux musulmans sur le territoire américain, ça paraît quand même compliqué. Au vu
au vu des textes américains qui restent quand même, c'est quand même une démocratie les États-Unis. Et puis la restriction de circulation des personnes, ça se fait pas comme ça. Et même pour des raisons économiques, c'est impossible. Il y a besoin d'une circulation des personnes. Vous rejoignez la petite musique qui consiste à dire, au fond, il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis, il y a des gens responsables, et donc finalement, les promesses de campagne de Donald Trump vont les céder la place à une politique beaucoup plus pragmatique. Alors, pragmatisme, oui, on peut l'entendre. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est qu'il va nommer autour de lui. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un retour en grande pompe de l'establishment républicain autour de lui. Quand on voit les grandes figures comme Gingrich qui revient, Giuliani, et même son colistier qui va être Alors, on ne connaît pas tellement ces personnages. Quelle politique ils incarnent? Giuliani, c'est l'ancien maire de New York qui connaît bien Trump, donc new-yorkais depuis longtemps. Alors, on se dit, bon, New York, c'est pas, ça a été une ville... Enfin, voilà, il a quand même été maire de New York, donc il a été responsable, non? Oui, Giuliani, c'est quelqu'un qui a une certaine légitimité, c'est sûr. C'est l'homme de la tolérance zéro vis-à-vis de la délinquance. C'est celui qui a aussi expulsé tous les SDF, en tout cas une grande partie des SDF hors du centre de New York. C'est pas quelqu'un qui est spécialement connu pour ses idées progressistes, mais à la limite, c'est pas le pire dans l'équipe de Trump, dans tous les gens qu'on voit aujourd'hui, puisque vous avez parlé de Bannon, qui serait un de ses responsables stratégiques. Il y a aussi Gingrich qui reviendrait. On en parle moins ces jours-ci, mais on en a parlé quand même de Sarah Palin. On parle de Ben Carson aussi, qui est un créationniste. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement Trump s'est fait élire notamment sur un programme anti-élite, anti-establishment. Vous avez tout l'establishment qui revient, les ultras, de l'ultra-droite. Il y a aussi des anciens de Goldman Sachs qui sont dans le giron, des lobbyistes. Donc finalement, on se dit... Dans une vision cauchemardesque, de quoi tout cela pourrait-il accoucher ? C'est le boomerang anti-Obama, c'est ce que moi j'appelle le boomerang anti-Obama. Toute une partie des républicains ultra, qui sont eux-mêmes d'ailleurs très divisés, les républicains. C'est un sujet, donc ça facilitera pas la tâche à Trump. C'est le retour d'une Amérique qui déteste Obama, qui a tellement mis d'obstruction à ses lois, à son pouvoir pendant 8 ans, et qui est ravie d'enfin peut-être tourner la page de cette Amérique multiculturelle, ouverte sur le monde, qui donne des droits aux homosexuels, qui milite pour les droits des femmes, qui fait des politiques environnementales. Finalement, voilà, c'est un retour en arrière. On sait que les gouvernements d'ultra, quand on est ultra, on ne tient pas longtemps en général, parce qu'il y a le mur des réalités qui vous rattrape, vous fracassez aux réalités. Est-ce que ça veut dire que ce gouvernement d'ultra que vous semblez redouter, dans 2-3 ans, l'expérience Trump va s'effondrer d'elle-même. C'est d'ailleurs ce que dit Michael Moore, je crois. Oui, c'est vrai. Il dit ça ne durera pas 3 ans. Voilà. Il ne tiendra pas 4 ans. Il y a 2 choses qu'il va falloir surveiller. Comment le Congrès se comporte vis-à-vis de Trump. Un Congrès qui est lui-même très divisé. Les républicains, puissant, parce qui est puissant, voilà, mais qui est très divisé. Les républicains sont très divisés sur beaucoup de sujets de l'agenda, notamment l'immigration. Il va falloir voir les relations avec Trump, qui a promis de décider tout seul, d'agir vite. Or, il y a des travaux en commission, il y a des passages du Sénat à la Chambre des représentants, un Sénat qui a un seul siège d'avance en faveur des républicains, donc c'est quand même pas facile. Il va y avoir une minorité démocrate très active. Et ce qui va être intéressant d'observer aussi, c'est les réactions de la société civile, notamment quand il y a des mesures très dures prises sur l'avortement. Marie-Cécile Nave, un mot sur le style Trump, qui nous, quand même, on va regarder la photo, c'était pour sa première interview télé. Il était entouré de toute sa famille, dans un style clinquant. On se croirait dans un mauvais sitcom américain. Ça les impressionne, ça, les Américains, ou on trouve ça, nous, on trouve ça ridicule, mais peut-être parce que on connaît le vrai Versailles, je veux dire, pas celui de pacotille. On a tendance à se moquer beaucoup du côté bling-bling de Trump, mais il est très connu des Américains. C'est un personnage, dans ce décorum-là, c'est son storytelling à lui. Il est très connu, il a fait des apparitions dans des films télé. Ça marche, ça passe. Oui, ça marche, c'est le côté populaire et rigolo, médiatique de Trump. Merci beaucoup Marie-Cécile Nave, politologue, donc chercheuse associée à l'IRIS et auteure de Trump, l'onde de choc populiste. Merci. Merci à vous. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air qui revient sur le dernier débat décisif ce soir de la primaire de la droite. L'enjeu est important pour Alain Juppé qui baisse dans les sondages. De son côté, François Fillon va-t-il transformer l'essai? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Juppé, un favori en danger ».